Bonjour à tous, bonjour aux nombreux participants qui se sont connectés pour ce webinaire de l'enseignement organisé donc par la direction de l'enseignement de l'Institut Pasteur, par l'Association des anciens élèves de l'Institut Pasteur et par l'Agence universitaire de la francophonie. Donc aujourd'hui, nous allons comme conférencier Steve Pascolo. Donc, formé comme immunologiste à l'Institut Pasteur, le professeur Steve Pascolo a utilisé des modèles de souris pour tester et développer des vaccins à base d'ARN messager synthétique pendant son stage postdoctoral à Tübingen, donc de 1998 à 2000. Entre 2000 et 2006, Steve Pascolo a été directeur scientifique de la société CureVac, dont il est l'un des fondateurs. Au sein de cette société, il développe la technologie qui met en œuvre la première production pharmaceutique d'ARN messager au monde et réalise les premières études cliniques mondiales dans lesquelles des humains, dont lui-même, ont reçu des injections d'ARN messager transcrits in vitro. En 2006, il rejoint le service d'oncologie de l'hôpital universitaire de Zurich et poursuit le développement d'immunothérapie basée sur l'ARN. Et en 2008, il a fondé Micher Pharma pour soutenir ses travaux. En 2017, le docteur Pascolo a mis en place à Zurich une plateforme académique d'ARN messager synthétique et en collaboration avec plusieurs départements de recherche et cliniques de Zurich, il optimise et teste et met en œuvre des vaccins et thérapies basés sur cet ARN. Donc ce n'est pas une surprise si je vous annonce qu'aujourd'hui, Steve Pascolo va nous donner une conférence donc, sur les vaccins et thérapies à base d'ARN messager synthétique. Et donc, je remercie de nouveau Steve Pascolo d'avoir accepté notre invitation et je lui donne la parole. Merci beaucoup pour cette introduction et pour cette invitation à présenter les vaccins et thérapies à base d'ARN messager synthétique. Comme vous l'avez indiqué, donc j'ai commencé à travailler sur les vaccins à ARN messager par injection directe en 1998 à Tübingen chez le professeur Hans-Georg Ramense. Et de 1998 à 2000, comme vous l'avez dit, j'ai continué à valider cette méthode dans des souris qu'on appelle HHD, qui sont des souris que j'ai faites à l'Institut Pasteur chez le professeur Lemonnier et qui permettent d'étudier des vaccins chez ces souris humanisées. Ensuite, en 2000, j'ai cofondé CureVac, mais j'ai gardé aussi mon groupe de recherche à l'Université de Tübingen. Donc, de 2000 à 2007, j'étais à la fois à CureVac et chercheur à l'université de Tübingen. Ensuite, je suis parti à Zurich, où à nouveau, j'ai créé une compagnie pour soutenir mes projets d'ARN et où je travaille à la fois à l'hôpital universitaire de Zurich, à l'université de Zurich, et où j'ai créé en 2017, donc avant la pandémie, la plateforme d'ARN messager synthétique pour Zurich. Durant ces 20 années, disons plus de 20 années, entre 1998 et 2020, le vaccin à base d'ARN messager synthétique était le vilain petit canard de la recherche des vaccins. Dans les années 2000-2010, il y avait énormément d'investissements, énormément de recherches faites sur des vaccins à base d'ADN, à base de protéines, à base de virus, à base de cellules dendritiques, des centaines de millions investis sur ces formats vaccinaux. Et très peu d'intérêt pour les vaccins ARN messagers et même du mépris, comme représenté ici par Caroline Schubach, du mépris contre les vaccins ARN messagers synthétiques, c'est-à-dire que les travaux qu'on menait en 1998, 99, 2000, lorsque j'avais la chance d'être invité à un séminaire ou un congrès, donc je présentais, il n'y avait jamais aucune question, aucun intérêt, parce que les gens considéraient que ce mode de vaccination n'avait aucun futur. On ne pouvait pas publier nos résultats dans des journaux à haut impact facteur, parce que les éditeurs trouvaient aussi que ça n'avait aucun intérêt, ces vaccins à base d'ARN messager. Et on n'obtenait pas de financement public pratiquement, donc on a obtenu des financements privés, mais très peu de financement public parce que le système de peer review faisait que mes projets de vaccins à base d'ARN synthétique étaient jugés par d'autres chercheurs qui nous disaient donc qu'on ferait mieux de faire comme tout le monde des vaccins ADN ou à base de cellules dendritiques. Tout ça a beaucoup changé en 2020 avec la pandémie de SARS-CoV-2, que ce virus vienne d'animaux sauvages dans les marchés comme cette pauvre chauve-souris dans un sandwich ou un échappement de virus adapté aux cellules humaines. Cette pandémie a mis en lumière les possibilités
des vaccins à base d'ARN messager synthétique qui sont représentés ici. Typiquement, donc, ce sont des nanoparticules d'environ 80-100 nanomètres de diamètre qui contiennent de l'ARN messager synthétique, ici en vert, dans une capsule lipidique qui consiste en 4 lipides, l'un d'eux étant pégylé à sa surface. Ce genre de vaccin, lorsqu'il a été donné à des volontaires, a donné les résultats qui sont montrés ici. Ce sont les résultats de BioNTech Pfizer, mais les mêmes résultats ont été obtenus par Moderna. Vous voyez ici à gauche que des volontaires qui ont reçu un placebo, lorsque vous mesurez dans leur sang, après 2 injections de placebo, les anticorps neutralisant SARS-CoV-2, il n'y en a pas. À droite, vous voyez les patients qui ont récupéré d'une infection par SARS-CoV-2. Ils ont tous dans leur sang des anticorps qui neutralisent le SARS-CoV-2. Au milieu, vous voyez les cohortes expérimentales, des gens plus jeunes, des gens plus âgés, qui ont reçu différentes doses. C'était en phase 1, une dose d'escalation, 10, 20, 30 microgrammes d'ARN messager dans ces lipides. Et vous voyez à jour 28, une semaine après la deuxième injection, chez tous les volontaires, il y a des hauts titres anticorps neutralisants contre SARS-CoV-2, plus hauts même que ceux obtenus par l'infection, et ça chez les jeunes, mais aussi chez des personnes plus âgées. Comme tous ceux qui savent exactement comment on produit l'ARN messager, comment on le formule et comment il fonctionne, j'ai bien sûr reçu l'injection dès que possible. Ça a été pour moi en mars 2021 la première injection du vaccin, en l'occurrence le BioNTech Pfizer. Si on regarde ce qu'on avait avant la pandémie comme vaccin, il y a ici une liste non exhaustive des différents vaccins approuvés. Je les mets en 2 groupes, les vaccins vivants et les vaccins morts. Il faut noter que les vaccins morts sont en général donnés en intramusculaire avec des adjuvants. Les vaccins vivants sont en général donnés en sous-cutané sans adjuvant. C'est important parce que ces vaccins sous-cutanés, ces vaccins vivants, sont des virus à ARN ou à ADN. Et parce qu'ils sont donnés sous-cutanés sans adjuvant, ce ne sont pas les protéines dans ces vaccins vivants qui vous donnent une réponse immunitaire. C'est effectivement le transfert d'informations génétiques du virus à vos cellules qui permet la vaccination. Donc ici, lorsque vous recevez des vaccins de virus atténués ADN ou ARN, vous recevez une vaccination ADN ou ARN. Vous recevez des acides nucléiques dans des virus, donc des nanoparticules, et ces informations génétiques, ADN ou ARN de ces virus, vont dans vos cellules parce que c'est injecté sous-cutané sans adjuvant. Donc là, les protéines sont inutiles. C'est vraiment l'information génétique qui passe dans vos cellules et vos cellules utilisent cette information génétique, voient qu'il y a un danger et développent une réponse immunitaire. Donc, mon point ici, c'est que les vaccins à base d'ARN messager sont anciens. Ils existent depuis longtemps, mais ce sont des virus à base d'ARN messager. Je le montre ici un peu en plus de détails. Vous voyez les virus rougeole, rubéole, oreillon, fièvre jaune sont des virus à ARN. Les vaccins contre ces maladies sont des virus vivants, atténués. Ici, vous avez à nouveau la représentation du vaccin ARN synthétique. C'est la même chose. C'est dans tous les cas des nanoparticules où des ARN sont encapsulés dans des bicouches lipidiques. Les virus, vous voyez qu'en plus des ARN et des lipides, ils ont aussi des protéines, beaucoup de protéines. Le vaccin synthétique est beaucoup plus simple, il ne contient que de l'ARN et des lipides, il ne contient pas les protéines. Mais dans tous les cas, tous ces vaccins fonctionnent de la même manière. Ils vous ont donné de l'ARN et avec cet ARN, vos cellules ont exprimé des protéines virales et ont développé une réponse immunitaire contre les virus. Le vaccin de la fièvre jaune a presque 100 ans, donc sans le savoir, vous avez reçu certainement le rougeole, l'oreillon, rubéole, vous avez donc reçu des vaccins à ARN naturels. Et maintenant, la différence, c'est que les vaccins sont à ARN messager synthétique, mais à nouveau, le mode d'action, le transfert d'ARN pour vacciner est un processus ancien qui est simplement maintenant utilisé sous forme synthétique. Si on met dans le dogme central de la biologie moléculaire ces différents vaccins, je vous rappelle que l'ADN est stable, se réplique, il est transcrit en ARN, l'ARN est transitoire, très rapidement dégradé, et l'ARN messager est traduit en protéines qui sont elles aussi transitoires. Si on met les anciens vaccins dans ce schéma, les vaccins contre la variole, la varicelle étant des virus à ADN atténué, c'est le transfert d'ADN depuis ces vaccins à vos cellules qui vous vaccinent. Donc ces vaccins peuvent être considérés comme des vaccins à ADN. Les vaccins fièvre jaune, oreillon, rougeole, rubéole, des virus ARN atténués. Donc là, à nouveau, c'est l'ARN qui est transféré et qui vous vaccine. Les vaccins, par exemple, contre la grippe, eux, sont des vaccins à virus inactivés ou des vaccins protéines comme hépatite B, qui là, donc sont des vaccins tous grippe, hépatite B, des vaccins à protéines qui sont donnés en intramusculaire avec adjuvant.
Si on met les différents vaccins contre le Covid qui ont été développés aussi sur ce schéma, les vaccins AstraZeneca, Sputnik V, Janssen, par exemple, sont des adénovirus recombinants. Donc, dans ces vaccins, les virus, les particules sont des virus, des adénovirus. Le contenu de ces adénovirus sont de l'ADN. Et parmi l'ADN de l'adénovirus, il y a eu l'insertion de l'ADN correspondant à la spike de SARS-CoV-2. Donc là aussi, ce sont des ADN qui vous sont transférés lorsque vous recevez ces vaccins. Donc l'ADN contenu dans ces virus adénovirus, cet ADN recombinant, est transféré dans vos cellules. Grâce aux protéines des adénovirus, cet ADN remonte dans le noyau et s'exprime dans le noyau et transcrit en ARN, puis traduit en protéines. Donc les vaccins AstraZeneca, Sputnik V, Janssen sont des transferts d'ADN, sont des vaccins à base d'ADN. Les vaccins BioNTech, Pfizer et Moderna qui ont été approuvés, le vaccin CureVac qui fonctionne mais qui n'a pas été approuvé, comme je le montrerai un peu plus tard, sont des vaccins à ARN messager synthétique et d'autres vaccins tels que le Novavax sont des vaccins à protéines recombinantes. Maintenant, si on se focalise sur l'ARN messager, je vous rappelle juste rapidement que dans le noyau d'une cellule, il y a l'ADN, que les gènes sont transcrits en ARN pré-messager, que ces ARN pré-messagers sont modifiés, les introns sont enlevés, l'extrémité 5' est capée. Le cap, c'est cette molécule, c'est une guanosine méthylée en position 7 qui est liée de manière 5' par un pont triphosphate au premier résidu de l'ARN messager. En général, le premier résidu de l'ARN messager est méthylé en position 2'. Ça s'appelle le cap 1. En 3', l'ARN est polyadénylé. Ces ARN sortent du noyau. Il faut garder en mémoire qu'ils sont encore modifiés. Il y a beaucoup de modifications sur les ARN messagers, sur les ARN en général. Il y a des méthylations sur, par exemple, les adénosines ou les riboses. Il y a des isomérisations de uracile en pseudo-uridine. Il y a aussi des déaminations des adénosines qui donnent des inosines qui sont reconnues comme des guanosines par la traduction. Donc, il y a encore beaucoup de modifications qui sont faites sur les ARN messagers et ces ARN messagers matures sont traduits en protéines. Donc, on peut, in vitro, produire ces ARN messagers matures et on les produit de deux manières, non modifiés ou modifiés. Non modifiés, ça signifie que lors de la production in vitro, sur laquelle je vais revenir après, vous utilisez les 4 bases canoniques ACGU pour la production, les bases non modifiées. Et à ce moment-là, vous obtenez un ARN qui a pour particularité d'être reconnu par le système immunitaire. Notre système immunitaire a développé des sentinelles, par exemple les Toll-like récepteurs, qui sont des sentinelles qui sont spécifiques d'acide nucléique dans les endosomes. En situation normale, les endosomes n'ont pas d'acide nucléique. S'il y a des acides nucléiques dans les endosomes, ça veut dire qu'il y a une bactérie, un virus ou quelque chose qui ne va pas. Donc ces sentinelles en permanence testent la présence d'acide nucléique dans les endosomes. S'il y a des acides nucléiques, ils déclenchent une réponse immunitaire, une inflammation. Quand vous injectez de l'ARN non modifié, ces sentinelles reconnaissent cet ARN comme si c'était un ARN extérieur et induisent une inflammation, ce qui est une bonne chose pour la vaccination. Pour une vaccination, vous voulez une inflammation. Et donc, c'est pour ça que depuis 30 ans, comme je vous montrerai après, les ARN non modifiés sont utilisés avec succès dans des vaccins anti-cancer, antivirus ou anti-allergie. Maintenant, depuis 2005, il a été montré par le professeur Drew Weissman avec Cathy Carico que vous pouvez produire l'ARN messager modifié. En l'occurrence, en général, l'uridine est remplacée par la pseudo-uridine. Et une caractéristique de ces ARN modifiés est qu'ils échappent à la reconnaissance par les récepteurs du système immunitaire. Donc, quand vous injectez de l'ARN modifié, vous n'obtenez pas d'inflammation. Au moins, c'est ce qui était pensé en 2005. Et donc, ces ARN modifiés publiés en 2005 ont été utilisés les années suivantes pour la thérapie génique, c'est-à-dire pour pouvoir injecter un ARN qui va coder pour une protéine thérapeutique, un anticorps, l'érythropoïétine, par exemple, ou pour reprogrammer des cellules sans donner d'inflammation, ou même pour modifier les génomes en utilisant de l'ARN qui code pour Cas9. Donc, de 2005, disons, jusqu'à 2017, ces ARN modifiés étaient cantonnés à la thérapie génique. Il y avait une séparation très claire entre l'ARN non modifié pour les vaccins et l'ARN modifié pour la thérapie génique. Maintenant, de manière assez surprenante, en 2017, le professeur Drew Weissman, qui a co-découvert avec Cathy Carico l'ARN messager modifié, publie que ces ARN modifiés sont aussi efficaces en vaccin. Donc ça, c'est une publication de 2017. Donc ça a changé les choses parce que pendant 12 ans, on nous a dit que ces ARN modifiés n'étaient pas bons pour les vaccins puisqu'ils n'induisaient pas de réponse immunitaire. Et d'un seul coup, on nous apprend que ces ARN modifiés sont bons pour les vaccins.
Et donc, de nos jours, depuis 2017, les ARN modifiés sont utilisés effectivement en vaccination. Et donc, on a pour l'instant en vaccination à la fois les ARN non modifiés, surtout dans les cancers et aussi contre les virus, et les ARN modifiés qui sont utilisés en vaccination. Les deux vaccins approuvés sont des vaccins à base d'ARN modifiés, mais l'ARN modifié n'est pas l'alpha ou l'oméga des vaccins. Comme vous allez le voir après, il y a beaucoup de vaccins en développement qui sont des ARN non modifiés, qui ont la particularité d'induire une inflammation plus forte qui peut être utile, surtout dans les cas de cancer. Donc maintenant, si on passe à la production in vitro, en plus de détails, elle est très simple. Il vous faut peu de produits, il vous faut de l'ADN qui contient le gène d'intérêt, ici en rouge, sous le contrôle d'un promoteur. En général, on utilise des promoteurs reconnus par des polymérases disponibles comme la T7 ou la SP6 RNA polymérase. Donc, vous avez votre gène d'intérêt, ça peut être un gène synthétique ou un plasmide, et devant ce gène, une séquence reconnue par une RNA polymérase spécifique. Donc, vous avez besoin de l'ADN, de la RNA polymérase, des nucléotides, de l'analogue de coiffe. Et lorsque vous avez cet ADN incubé avec la RNA polymérase, les analogues de coiffe et les nucléotides, en quelques heures, vous obtenez vos ARN messagers. À partir d'une molécule d'ADN, les RNA polymérases font 1 millier de molécules d'ARN, voire plus. Donc, vous avez une amplification à cette étape où, à partir, par exemple, d'1 milligramme d'ADN, vous obtenez 1 gramme d'ARN. Donc, à peu près 1000 fois plus d'ARN que d'ADN que vous mettez. Ensuite, après quelques heures, vous mettez une DNase pour détruire l'ADN. Puis ensuite, vous purifiez l'ARN messager, soit très simplement par précipitation au lithium, soit de manière plus avancée par silica ou même par HPLC. Ce qui est important dans ce processus, c'est le mot robuste. Ça veut dire que ce processus fonctionne bien, quel que soit le gène que vous avez ici en amont. Donc, c'est pour ça que pendant la pandémie, il a été très rapide pour des compagnies comme BioNTech ou Moderna qui ont ce processus en conditions pharmaceutiques de l'utiliser pour faire des vaccins contre SARS-CoV-2 parce que lorsque vous avez ce processus en place, vous choisissez le gène d'intérêt, ça peut être un gène qui code pour une protéine de cancer, de virus, de bactéries, tout ce que vous voulez, et avec ce processus établi, vous pouvez produire l'ARN dont vous avez besoin. Ce n'est pas la même chose, par exemple, si vous voulez produire des protéines. Si vous êtes un expert et que vous savez produire en conditions pharmaceutiques une protéine de surface d'hépatite B, par exemple, donc vous êtes pro, vous savez comment faire la protéine d'hépatite B. D'un seul coup vient la spike de SARS-CoV-2, vous ne savez pas comment faire, il faut tout recommencer, comment vous allez la produire, par quel type de cellule, comment vous allez la purifier, comment vous allez la préserver. Donc tout est à chaque fois à remettre à zéro lorsque vous faites des protéines, alors que lorsque vous avez cette production d'ARN messager en conditions pharmaceutiques dans une industrie, cette industrie peut vous produire très rapidement n'importe quel ARN, il suffit simplement d'avoir l'ADN de départ et le processus ne change pas, ne doit pas être optimisé ou remis en question. Le même processus est toujours utilisé et donne toujours l'ARN d'intérêt. Quelques faits sur les ARN messagers synthétiques. D'abord, l'ARN messager synthétique est très stable, contrairement à ce que peut-être vous avez pu entendre. De manière un peu provocative, je dis que l'ARN messager synthétique est la molécule biologique la plus stable parce que c'est la seule que vous pouvez chauffer à 95 degrés. Si vous chauffez de l'ADN à 95 degrés, il est dénaturé, il perd sa fonction. Si vous chauffez un virus ou une protéine à 95 degrés, vous le dénaturez aussi. L'ARN messager, c'est une des seules molécules biologiques que vous pouvez chauffer à 95 degrés, congeler, lyophiliser, précipiter, ça se resuspend immédiatement dans l'eau. Donc, au fait, en vérité, l'ARN messager synthétique est la molécule biologique peut-être la plus stable pour faire des produits, des vaccins ou des thérapies. Maintenant, bien sûr, en l'absence de RNase. Ce qui n'est pas stable pour l'instant dans les vaccins qui ont été approuvés, les vaccins Moderna ou BioNTech Pfizer, ce sont les liposomes, les nanoparticules de lipides, qui, à température ambiante, peuvent parfois s'agréger, changer de taille, relarguer de l'ARN. Donc, ces liposomes ont besoin d'être préservés à température basse, à 4 degrés ou congelés, de manière à ne pas se modifier. Donc, maintenant, les compagnies, bien sûr, développent des liposomes soit lyophilisés, soit plus stables à température ambiante, qui permettent de développer maintenant des vaccins ARN messagers stables à température ambiante, puisque l'ARN, lui, est stable. Donc, une fois qu'on a des nanoparticules liposomes non liposomales stables à température ambiante, on peut distribuer donc des vaccins ARN ou des thérapies ARN à température ambiante. Un troisième point, c'est que de l'ARN dans un liposome,
a été approuvé déjà avant la pandémie. Le premier approuvé s'appelait patisiran ou Onpatro. Ce n'est pas de l'ARN messager, c'est du siRNA, mais c'est dans une nanoparticule lipidique, une LNP très similaire à celles qui ont été utilisées par exemple pour BioNTech pour leur vaccin. Donc les LNP, les lipides dans Onpatro sont très similaires à ceux utilisés dans Comirnaty ou dans les vaccins de CureVac ou même de Moderna. Donc c'est toujours un lipide ionisable avec trois autres lipides. Et donc dans Onpatro, ce qui est encapsulé, c'est le siRNA. Ce Onpatro est utilisé pour traiter les polyneuropathies chez les personnes atteintes d'amyloïdose héréditaire à transthyrétine. Je reviendrai à cette maladie à la fin de mon talk. Et donc, grâce au travail fait pendant 20 ans pour développer les siRNA, pour développer des vecteurs sécurisés et efficaces pour les siRNA, nous, les ARN messagers, on a bénéficié de ces formulations pour effectivement faire des vaccins et des thérapies, puisque ce qui fonctionne avec le siRNA fonctionne en général avec le mRNA. Quatrième point, c'est que l'ARN messager synthétique, produit de la manière dont je vous ai montré sur la diapo précédente, est végétalien. Donc, ça a déjà un intérêt par rapport au bien-être animal et par rapport à l'environnement, mais aussi par rapport à une population grandissante de personnes qui adoptent un mode de vie végétalien. Mais enfin, et surtout peut-être, ça évite les problèmes liés aux allergies contre des protéines animales. Par exemple, les personnes allergiques à l'œuf ne peuvent pas prendre en général les vaccins contre la grippe qui sont produits dans des œufs. Donc, il y a aussi, bien sûr, vous connaissez les problèmes de prions théoriques. Donc, ici, avec l'ARN messager synthétique, vous êtes protégé contre ces allergies, contre les protéines animales ou les problèmes de transmission de protéines, de virus pathogéniques entre les animaux et l'homme. C'est un avantage aussi scientifique et médical. Enfin, la production est simplifiée. Le processus que je vous ai montré sur la diapo précédente, la transcription, si vous avez 6 litres de transcription, vous obtenez suffisamment d'ARN pour faire 1 million de doses de vaccins ARN. Alors que si vous comparez, lorsque vous produisez des virus en culture cellulaire, en général, il faut 5 000, 10 000 litres de culture cellulaire pour avoir suffisamment de virus dans les surnageants pour faire 1 million de doses. Donc, vous voyez au niveau de la production du produit actif dans ces vaccins, vous êtes sur un facteur 1000 au niveau des infrastructures qui vous sont nécessaires pour produire de l'ARN messager. C'est pour ça que très peu de structures produisent de l'ARN messager, une en Suisse pour Moderna, une en Allemagne pour BioNTech et aux États-Unis. Et ça suffit à produire les milliards de doses parce que dans des installations relativement modestes en taille, vous pouvez produire des millions de doses des vaccins à ARN messager, au moins du principe actif. Ensuite, bien sûr, pour la formulation et la mise en bouteille, vous avez besoin d'infrastructures plus grandes pour des capacités de milliards de doses, mais la transcription elle-même se fait dans des volumes relativement faibles par rapport aux productions de virus habituelles. Maintenant, on va faire un peu l'histoire des vaccins ARN messagers. Et je commence au début, et en étant en Suisse, je ne peux pas m'empêcher de parler de Friedrich Miescher. C'est un médecin de Bâle qui donc, a étudié médecine à Bâle, mais qui ensuite est allé faire de la recherche à Tübingen, là où j'ai aussi développé les vaccins ARN à partir de 1998. Et au fait, ce médecin donc, a travaillé dans le château de Tübingen, que vous voyez ici sur la diapositive. La très belle ville de Tübingen a un château. Les cuisines ont été transformées en laboratoire à l'époque. Et dans ces cuisines, dans ce laboratoire, le docteur Friedrich Miescher a extrait des noyaux de cellules de pus qui venaient de l'hôpital de Tübingen. Et de ces noyaux, il a extrait une substance qu'il a appelée nucléine et qui était une substance riche en phosphate et riche en azote. Il a dit à l'époque, ce n'est pas des lipides, ce n'est pas des protéines, ce n'est pas du sucre. Les gens connaissaient ces trois familles. C'est quelque chose d'autre. Et donc, il est resté 2 ans à Tübingen, puis il est rentré à Bâle. À Bâle, il a continué son travail sur les noyaux des cellules en utilisant le sperme de saumon du rein. Et là, il a continué à extraire la nucléine. Et ensuite, de ces travaux ont été isolés les bases et caractérisés l'ADN et l'ARN. Ensuite, donc, de nombreuses années plus tard, j'ai pas dit la date, mais le docteur Friedrich Miescher a découvert les acides nucléiques en 1869 à Tübingen. Et si vous allez dans le château maintenant de Tübingen, il y a une plaque décrivant ses travaux. Et le laboratoire du docteur Friedrich Miescher a été transformé en musée qui explique la biologie moléculaire, ADN, ARN, protéines. Donc, son laboratoire a été transformé maintenant en musée.
Ensuite, donc, bien plus tard, il y a eu les découvertes de l'ARN messager à l'Institut Pasteur, en particulier par Jacques Monod et François Jacob, qui ont donc découvert et donné le nom aussi de messagers à ces ARN qui ont une courte durée de vie et qui véhiculent l'information génétique entre l'ADN et les protéines. Cet historique est dans un livre qui s'appelle Le Marathon du messager, et écrit par Jérôme et Nicolas Lemonnier. Et donc voilà la découverte de l'ARN messager à l'Institut Pasteur qui a valu le prix Nobel en 1965. Ensuite, bien plus tard, le premier vaccin ARN messager est lui aussi français. Il a été publié en 1993 dans le European Journal of Immunology. Ce sont des travaux du professeur Pierre Melien à Paris. Donc son équipe, le docteur Frédéric Martinon, a produit de l'ARN messager codant pour la nucléoprotéine de grippe. Cet ARN messager synthétique, ils l'ont encapsulé dans des liposomes. Et ces liposomes contenant l'ARN messager synthétique ont été injectés à des souris et ils ont pu montrer que ces souris développaient une réponse immunitaire contre la grippe. Donc ça, c'est le premier article au monde de vaccin ARN messager synthétique, article français. Ensuite, 2 ans plus tard, des Américains ont montré que l'ARN nu, non formulé en liposome, injecté à des souris, permettait aussi de développer une réponse immunitaire, en particulier une réponse anticorps contre des tumeurs. Enfin, à Tübingen, là où je suis arrivé en 1998, avant que j'arrive, le professeur Hans-Georg Ramense a eu l'idée, il est ici à gauche sur la photo, a eu l'idée à nouveau en 1996 d'utiliser l'ARN messager par injection directe pour vacciner. Il a demandé à son collègue, le professeur Gunther Jung, qui est chimiste, de l'aider à faire des liposomes pour délivrer l'ARN messager, comme l'a fait Frédéric Martinon dans l'équipe de Pierre Melien en 1993. Ils ont donné le projet à un nouvel étudiant en thèse qui était dans le laboratoire du professeur Gunther Jung, qui s'appelle Ingmar Hör. Et Ingmar a pu remontrer effectivement que l'ARN synthétique en liposome ou nu, injecté à des souris, déclenche une réponse immunitaire, à la fois une réponse T et une réponse B. Il a aussi en plus donc montré que la protamine, qui est un peptide cationique naturel, aussi découvert par Friedrich Mischer dans le sperme de saumon, que ce peptide cationique naturel, lorsqu'il est mélangé avec l'ARN, pouvait aussi faire un vaccin ARN messager. Donc ces résultats ont aussi été publiés en 2000 dans le European Journal of Immunology. Et sur la base de ces résultats et des résultats obtenus juste précédemment, nous avons créé CureVac en 2000, donc avec aussi Florian von der Mulbe et moi ici au milieu. Et la compagnie avait 3 objectifs au moins. Donc la compagnie avait au moins 3 objectifs. D'abord, d'améliorer le vaccin ARN messager. Il fonctionnait, mais il fonctionnait moins bien que les vaccins ADN ou protéines ou peptides. Donc il fallait améliorer le vaccin ARN messager. Il fallait ensuite le produire en conditions pharmaceutiques. Et enfin, en 3e, il fallait le tester chez l'homme. Les améliorations d'ARN messager synthétique pour les vaccins, on les a faites sur plusieurs modèles. Donc, on a fait ces 3 buts. D'abord, l'optimisation du vaccin ARN messager. On a fait plusieurs optimisations qu'on a brevetées dès le début des années 2000. Par exemple, cette stabilisation de l'ARN messager en modifiant le contenu en GC, en faisant une optimisation des codons. C'est une optimisation qui est utilisée dans beaucoup de vaccins à base d'ARN messager de nos jours. C'est un brevet de CureVac de 2001. J'ai aussi voulu optimiser et comparer les vaccins ARN messagers aux vaccins ADN, en particulier à l'Institut Pasteur. Donc, je suis venu dans les années 2000 refaire des expériences à l'Institut Pasteur où j'avais fait ma thèse, où j'avais gardé les contacts chez le professeur Lemonnier et avec Marie-Lise Michel. Et j'ai voulu comparer des vaccins ARN messagers que je produisais à Tübingen aux vaccins ADN qui étaient développés à l'Institut Pasteur. Et donc, j'ai préparé de l'ARN messager qui code pour des protéines de HIV ou de l'hépatite B. Et je suis venu à Pasteur injecter ces ARN messagers dans des souris. Et en parallèle, Marie-Lise Michel ou le docteur Fira chez François Lemonnier ont injecté des ADN correspondant à des souris. Et ils ont fait le readout de ces expériences. Ils ont pu montrer que effectivement donc l'ARN messager fonctionnait un peu moins bien que l'ADN, mais que ça fonctionnait. Donc à l'époque, on a déposé un brevet commun à l'Institut Pasteur CureVac sur le développement de vaccins à base d'ARN messager pour vacciner contre les maladies infectieuses. Ce brevet n'a pas été maintenu ensuite par Pasteur qui n'y a pas cru.
Et nous, du côté CureVac, on n'a pas non plus trop insisté sur ce vaccin, sur ce brevet ensemble, puisque je dois bien dire que les conditions euh, au niveau business n'étaient pas très très favorables en faveur de CureVac. Donc ce brevet ici sur les vaccins ARN contre les maladies infectieuses n'a pas été soutenu. Ensuite, on a effectivement en parallèle construit des infrastructures à CureVac pour pouvoir produire l'ARN messager synthétique dans des conditions pharmaceutiques. Donc avec des pièces propres et un processus contrôlé de transcription, de purification. Ça nous a permis d'obtenir de l'ARN qualifié pour les injections chez l'homme et on a effectivement commencé à injecter chez l'homme. On a commencé par produire de l'ARN messager synthétique codant pour la luciférase. La luciférase, c'est cette protéine qui émet de la lumière chez les lucioles. Donc l'ARN messager codant pour la luciférase a été produit, puis m'a été injecté à plusieurs reprises ici dans la peau. Donc c'était une étude clinique où j'étais à la fois l'investigateur et le modèle expérimental. C'était possible avec les lois allemandes de cette époque. Donc c'était un essai clinique qui a été fait dans la clinique de dermatologie de l'hôpital universitaire de Tübingen. Les injections et les biopsies ont été faites par des dermatologues. Donc j'ai amené ces ARN, ils me les ont injectés. Et on a fait des biopsies pour voir l'expression de la luciférase. Donc ici, vous voyez un exemple d'une de ces expériences. J'ai cerclé en rouge le site d'injection de l'ARN messager codant pour la luciférase. Vous voyez que la peau n'est pas nécrosée ou inflammée. Ça montrait aussi que ces ARN messagers synthétiques étaient sûrs chez l'homme, n'induisaient pas d'effets secondaires locaux et ni systémiques. Je n'ai pas été malade. Et les biopsies réalisées ici quelques heures ou un jour après les injections, les petits trous sont des biopsies qui ont été faites sous anesthésie locale, dans lesquelles on a mesuré l'expression de la lumière, l'émission de lumière. Et vous voyez ici que ces biopsies, prélevées aussi d'injections, mais pas des biopsies prélevées ailleurs sur mon corps, donnaient de l'expression détectable de lumière. Donc ces expériences ont montré que chez l'homme, l'ARN messager synthétique est sûr et est fonctionnel. On est ensuite allé chez des patients. Aussi en 2003, on a injecté chez des patients cancer mélanome, atteints de mélanome, on a injecté des vaccins ARN messager synthétiques capables ou en tout cas faits pour déclencher des réponses contre les mélanomes et aussi contre les cancers du rein. On a fait 3 essais cliniques, 2 contre le mélanome, 1 contre le cancer du rein. Le premier de ces essais cliniques a été publié en 2008. Vous voyez ici le titre, Results of a First Phase 1/2 Clinical Trial with direct injection of mRNA. Donc ça, c'est le premier essai clinique au monde de vaccins ARN messager. Je l'avais proposé, bien sûr, à des Nature ou Science qui ont tout de suite dit que ça n'avait aucun intérêt et j'ai fini par le publier dans le Journal of Immunotherapy Impact Factor 3,5 parce que à l'époque, donc, ça n'était pas du tout à la mode. Et même, comme je le disais, il y avait plutôt du mépris contre ces indications. Pourtant, ces 3 essais cliniques, publiés en 2008, 2009 et 2011, donc de vaccins anti-cancer, mélanome ou cancer du rein, ont montré que d'abord les vaccins étaient sûrs, qu'il n'y avait pas d'effets secondaires graves, et aussi que ça induisait les réponses immunitaires attendues. On pouvait voir des réponses anticorps et T contre les protéines codées par les vaccins. Et enfin, il y a certaines réponses cliniques avec des patients qui ont une stabilisation de leur maladie, voire des régressions. Ensuite, donc, on a montré aussi que l'ARN messager était un ligand ou un signal de danger pour la réponse innée. En 2005, comme je vous l'ai dit, le professeur Drew Weissman de l'Université de Philadelphie avec Cathy Carico ont publié que l'ARN modifié n'était pas immunostimulant. Donc cet ARN ne fait pas partie du développement des vaccins au départ, puisque justement il est pour l'opposé des vaccins, il est pour la thérapie génique. L'idée ici était que ces ARN modifiés n'induisaient pas de réponse immunitaire, donc ce n'était pas considéré comme quelque chose de relevant dans le développement de vaccins à base d'ARN messager. En 2008, on a publié nos premiers résultats cliniques et il y a eu aussi la création de BioNTech à Mainz. Donc, il y a eu un petit miracle allemand, c'est-à-dire que personne dans le monde pratiquement ne s'intéressait aux vaccins basés ARN messager synthétiques, mais 2 compagnies en Allemagne, donc Tübingen et Mainz, à 200 km l'une de l'autre, il y avait 2 compagnies dédiées à développer ce format vaccinal. En 2010, il y a eu la fondation de Moderna qui utilisait l'ARN modifié pour faire des thérapies géniques. Moderna, à la base, ne faisait pas de vaccin. Le business plan de Moderna en 2010 n'était que des thérapies géniques avec l'ARN modifié qui n'était censé ne pas induire de réponse immunitaire.
Et enfin, il y a eu une invention incroyable en 2017 qui nous a permis de faire des ARN messagers bien mieux. Peu de gens en parlent, mais la compagnie Trilink en Californie a développé un analogue de CAP qui s'appelle CleanCap. Je ne vais pas dans le détail, mais cet analogue nous permet de faire de l'ARN messager synthétique bien meilleur et en bien plus grande quantité. Donc c'est une invention vraiment critique pour le développement des vaccins et thérapies à base d'ARN messager synthétique. Et enfin, en 2020, il y a eu la première approbation du vaccin ARN messager synthétique, un vaccin contre le Covid. Et ce vaccin vient du travail extraordinaire depuis les années 2000 par le professeur Ugur Sahin et Özlem Türeci, qui ont développé donc à la fois des ARN meilleurs, des formulations meilleures et qui ont développé donc des outils et des connaissances pour faire des vaccins ARN messagers synthétiques très, très fonctionnels. Ils ont publié en 2016-2017 chez des patients cancer des vaccins ARN messagers synthétiques extrêmement efficaces. Et ce sont les connaissances des équipes de BioNTech, mises en place par le professeur Goursaïn et Özlem Türeci, qui ont permis en 2020 ce développement très rapide du vaccin ARN messager synthétique de BioNTech, que vous appelez parfois le vaccin Pfizer, mais c'est vraiment un vaccin BioNTech développé par BioNTech, par Goursaïn et Özlem Türeci, et ensuite testé en clinique de manière multicentrique avec Pfizer. Et donc c'est ce travail pendant 20 ans un peu dans l'ombre de Ugur Sahin et Özlem Türeci qui a permis d'aboutir aussi rapidement à un vaccin approuvé en 2020 contre le SARS-CoV-2 en décembre 2020. Ensuite, le vaccin Moderna a lui aussi été approuvé. Donc, on a encore et toujours les deux vaccins, BioNTech, Pfizer et Moderna, pour prévenir les formes graves de Covid pendant la pandémie. Le développement de vaccins ARN messagers donc continue et s'accélère. Je vous montre par exemple le pipeline des compagnies Moderna, BioNTech et CureVac en ce qui concerne des vaccins contre des maladies infectieuses. Moderna a plusieurs vaccins en phase 3, des vaccins contre la grippe par exemple, des vaccins contre le RSV, le CMV. Donc ces deux virus, on n'a pas de vaccin contre ces virus pour l'instant, donc ça sera une extraordinaire nouvelle. Si Moderna réussit à valider ces vaccins, on pourra avoir donc des vaccins pour prévenir ces infections. Les vaccins anti-grippe, j'espère, seront aussi validés. Et bien sûr, ils seront combinés avec les ARN de SARS-CoV-2, codant pour le spike de SARS-CoV-2. Le grand avantage des vaccins ARN messagers, c'est que vous pouvez combiner 1, 2, 3, 10 molécules d'ARN codant pour 10 protéines différentes. Et à ce moment-là, en une seule injection, protégée contre différents virus. À terme, on aura probablement des combinaisons d'ARN messagers codant pour les protéines de Covid et de grippe, de façon en une injection avant l'hiver de protéger contre ces deux virus respiratoires. BioNTech a aussi des vaccins anti-grippe en phase 3 et CureVac a par exemple aussi des vaccins anti-rage en phase 1. Ces vaccins sont encore améliorés, on peut toujours faire mieux. Pour l'instant, le Moderna a 100 ou 50 microgrammes par injection, le BioNTech a 30 microgrammes d'ARN par injection. Ces deux vaccins contiennent, comme je vous l'ai montré plus tôt, de l'ARN linéaire, donc capé en 5' polyadénylé en 3' avec le gène d'intérêt au milieu. Il y a une autre manière de faire des ARN codants, ce sont des ARN circulaires. Là, il n'y a pas d'extrémité, il n'y a pas de cap, il n'y a pas de poly-A. Il y a initiation de la traduction par une séquence qui s'appelle RS, Internal Ribosome Entry Site, qui permet au ribosome de se construire et de traduire le gène d'intérêt. L'avantage de ces ARN circulaires, c'est qu'ils sont plus stables dans les cellules que des ARN linéaires. Ici, je vous montre des résultats de mon laboratoire. On transfecte de l'ARN qui code pour la luciférase dans des cellules in vitro et on mesure la luciférase au cours du temps. Vous voyez en jaune l'ARN linéaire, lorsqu'il est transfecté, il donne une très forte expression qui décroît très vite, alors que l'ARN circulaire, lorsqu'il est transfecté, donne une expression qui est beaucoup plus stable parce que ces ARN circulaires ne sont pas sensibles aux exonucléases et du coup restent plus longtemps dans les cellules. Ces ARN circulaires ont été montrés récemment comme étant efficaces aussi dans des vaccins expérimentaux chez l'animal pour développer des réponses anti-SARS-CoV-2. Un troisième format en vaccination, c'est l'ARN réplicatif. C'est un ARN qui code pour deux protéines, une réplicase, qui est une RNA polymérase qui fait de l'ARN à partir d'ARN, et le gène d'intérêt. C'est le format adopté par Arcturus, une compagnie américaine. Ils ont validé leur vaccin contre SARS-CoV-2 dans un essai clinique de phase 3 au Vietnam, où ils ont montré 95% d'efficacité de leur vaccin pour prévenir les formes sévères de Covid et la mort. Donc,
L'avantage aussi de ce vaccin, c'est qu'il est donné à 5 microgrammes, donc à dose plus faible que le Moderna ou le BioNTech. Et l'autre avantage, c'est que le liposome utilisé par Arcturus est lyophilisable et lyophilisé. Donc leur formulation d'ARN réplicatif en liposome est lyophilisée et distribuée à température ambiante. Donc c'est un vaccin qui non seulement est actif à plus faible dose, mais qui en plus est stable à température ambiante. Comme alternative des ARN réplicatifs, il y a les ARN transréplicatifs, où là, au lieu de donner un seul ARN qui code pour les deux protéines, vous donnez deux ARN, un ARN normal qui code pour la réplicase et un ARN reconnu par la réplicase et amplifié. Dans l'ARN transréplicatif, l'ARN codant pour la réplicase n'est pas amplifié, ce qui offre un avantage encore plus de sécurité. Donc ces différents formats sont encore développés, évalués, améliorés et on espère valider dans le futur des formulations de vaccins ARN messagers de plus en plus efficaces. Il y a certains avantages et désavantages, comme je les ai un peu énoncés. En bleu, vous avez, disons, le standard. L'ARN linéaire est facile à produire, il est bon en vaccination lorsqu'on l'utilise modifié ou non modifié, et il est bon aussi en thérapie génique lorsqu'il est utilisé modifié. L'ARN circulaire est un peu plus difficile à produire, je l'ai mis en rouge parce que le circularisé n'est pas toujours facile. Quand on a un gène très long, comme la spike, la circularisation fonctionne moins bien que lorsque le gène est court, donc il y a parfois des problèmes de circularisation. Il est bon pour la vaccination et il est surtout très bon, l'ARN circulaire, pour les thérapies géniques, parce qu'en général, dans les thérapies géniques, vous voulez une expression prolongée, pas un pic qui disparaît très vite, vous voulez une expression stable et prolongée, et ça, vous l'avez avec l'ARN circulaire. Les ARN réplicatifs sont excellents pour la vaccination, comme je vous le disais, Arcturus avec 5 microgrammes a des réponses très fortes. Par contre, la production peut être un peu compliquée parce que ce sont des ARN messagers très longs qui font 10 kilobases ou plus, et pour la thérapie génique, ils ne sont pas encore vraiment optimaux parce que la réplication de l'ARN fait qu'il y a une inflammation, et donc ce n'est pas très pratique pour la thérapie génique. Il y a d'autres optimisations qui peuvent être faites, qui sont le site d'injection. Ici, je vous montre des résultats de mon laboratoire chez les souris, l'injection d'ARN messager codant pour l'ovalbumine, et on regarde les titres anticorps contre l'ovalbumine. On utilise 4 méthodes différentes, les injections sous-cutanées, SC ou intramusculaires, d'ARN non modifié, U ou modifié pseudo-U. Ici souligné, vous avez au fait l'ARN BioNTech Moderna, donc des LNP contenant l'ARN modifié injecté en intramusculaire. C'est la courbe bleu ciel, et vous voyez qu'au fait, ça fonctionne très bien, mais finalement, ça fonctionne moins bien chez la souris que d'autres formulations, et celle qui fonctionne le mieux, c'est la même formulation, LNP, mais donnée sous-cutanée et de l'ARN non modifié. Donc, il est possible que la voie sous-cutanée soit une voie prometteuse et que l'ARN non modifié en sous-cutané soit meilleur que l'ARN modifié en intramusculaire. Par erreur, en Israël, au début de 2021, lorsque le vaccin a été approuvé, pendant 2 jours, ils ont injecté des militaires en sous-cutané au lieu de les injecter en intramusculaire. Ils ont choisi la mauvaise aiguille. Après 2 jours, ils se sont rendus compte qu'ils ont injecté plus de 600 militaires en sous-cutané avec le vaccin BioNTech Pfizer. Et donc, c'était la première injection. Lors de la deuxième injection, ils ont pris du sang de ces militaires pour analyser les titres anticorps et ils ont trouvé que les titres anticorps chez ces gens étaient les mêmes que ceux attendus après injection intramusculaire. Ils ne reportent pas ici les effets secondaires parce que ce n'est pas une étude, c'était une erreur, mais on peut s'attendre à ce que les effets secondaires en sous-cutané soient moins importants que intramusculaire. Vous avez tous pratiquement ressenti la douleur de l'injection intramusculaire pendant une journée ou deux. En sous-cutané, vous n'avez pas du tout de douleur, vous pouvez faire du sport tout de suite. Donc la voie sous-cutanée serait peut-être une voie d'abord qui fonctionne, comme montré par cet article, par cette erreur ces injections de 600 personnes, et une voie peut-être qui donnerait moins d'effets secondaires, donc à analyser dans le futur, et en particulier pour les vaccins ARN non modifiés. Maintenant, je vais parler un petit peu des vaccins anti-cancer. Je vous rappelle que pour vacciner contre le cancer, vous avez 2 options. Vous pouvez vacciner contre les TAA, Tumor Associated Antigen. Ce sont des protéines exprimées ou surexprimées dans les cancers. Par exemple, Melan A, NYSO1, Survivin sont des protéines exprimées ou surexprimées dans les cellules cancéreuses. Vous pouvez aussi vacciner contre les TSA. Là, ce sont des protéines spécifiques des cancers. Ce sont soit des protéines virales de virus oncogènes, soit des protéines mutées et qui sont importantes pour la croissance des cellules tumorales. Donc, vous pouvez vacciner contre les 2 types d'antigènes et vous pouvez vacciner chez les patients cancer de différentes manières. Vous pouvez injecter dans la tumeur, vous pouvez injecter en intradermal, en intramusculaire, en intraveineux et dans les nœuds lymphatiques. Et toutes ces voies ont été testées
pour les vaccins ARN chez les patients cancer. De manière surprenante, la voie sous-cutanée n'a pas été testée chez l'humain en vaccin ARN messager. Mais les autres ont été testés dans les patients cancer. Et on a commencé effectivement par des vaccinations ARN intradermales avec des ARN codant à la fois pour des antigènes partagés et des antigènes spécifiques de mélanome. C'est ce qu'on a publié en 2008. On a aussi fait des essais cliniques toujours en intradermal avec des antigènes partagés. Et c'est ce qu'on a fait chez les patients mélanome et cancer du rein. Le professeur Ugur Sahin ensuite a fait des essais cliniques extraordinaires avec des ARN codant aussi pour des mutations. Par exemple, cet article publié dans Nature en 2017 qui montre que l'ARN messager fait à façon pour les patients. J'appelle ça des vaccins haute couture, c'est-à-dire que ces vaccins sont faits, on prend une biopsie du patient, on séquence le génome des cellules tumorales, on le compare au génome, par exemple, de la peau ou des cellules sanguines, on trouve les mutations et on fait de l'ARN spécifique pour coder ces mutations. Donc, chaque patient reçoit son vaccin. C'est la haute couture des vaccins. Et en 2017, dans cet article de Nature, l'équipe du professeur Sahin montre qu'il y a des réponses immunitaires extraordinaires développées grâce à ces vaccins. On l'a aussi fait un mélange de ces deux approches lors du projet Mérite fondé par l'Union européenne, coordonné par le professeur Ugur Sahin et dans lequel je participais. C'est un grant qu'on a obtenu en 2013 et qui consistait chez les patients cancer du sein à faire cette opération de biopsie, de profiler les cancers, d'injecter immédiatement quelques ARN messagers codant pour des antigènes partagés qu'on a en stock. Et pendant 3 mois, donc, la biopsie était analysée, séquencée et de l'ARN sur demande codant pour les mutations était produit. Et donc, une fois que ça c'était disponible, les patientes recevaient l'ARN haute couture. Donc, il y avait 2 phases. D'abord, un vaccin de l'étagère avec des ARN qui étaient déjà existants et qui étaient mélangés pour faire un vaccin personnalisé. Puis, lorsqu'on avait la séquence et les ARN codants pour les mutations, on avait un vaccin individualisé ensuite. Donc, cet essai clinique continue. BioNTech le fait avec Genentech aux États-Unis et on espère que ça sera validé prochainement. Ici, des résultats de phase 1 pour ce genre de vaccin codant pour des mutations ou des antigènes partagés. Ici, vous avez 13 patients mélanomes. Vous voyez ici l'historique avant vaccination. Ces patients ont des rechutes et des métastases symbolisées par ces triangles. La ligne montre le début des vaccinations avec des ARN faits sur mesure, la haute couture. Et vous voyez, après les vaccinations, que ces patients ont moins souvent de récidive de leur cancer. Dans un autre essai clinique où les ARN messagers codent pour des antigènes partagés, l'ARN messager est donné soit en monothérapie, soit avec les anticorps anti-PD1, l'immunothérapie. Et vous voyez, chez de nombreux patients, il n'y a pas d'effet, mais par contre, chez d'autres patients, il y a une stabilisation du cancer, voire une régression en utilisant l'ARN messager synthétique seul en vaccin ou combiné avec les immunothérapies. Ces vaccins anti-cancer aussi évoluent et il y a chez BioNTech plusieurs essais cliniques de phase 2 contre le mélanome et toutes les formes de cancer solides avec des ARN messagers haute couture ou codant pour des antigènes partagés. Et Moderna a aussi des essais cliniques de vaccins ARN messagers anti-cancer. Les compagnies en tête ont toutes des approches un peu différentes. BioNTech utilise de l'ARN messager non modifié pour ses vaccins anti-cancer. Il les donne en intraveineuse. CureVac utilise aussi de l'ARN non modifié qu'il donne en intradermal. Et Moderna utilise l'ARN modifié en intramusculaire, en liposome. Donc vous voyez, il y a toutes ces différentes formulations ARN modifié, non modifié, différents sites d'injection, différentes formulations. Tout ça doit être étudié, développé, amélioré pour qu'on ait toujours des vaccins anti-cancer de plus en plus efficaces. Une autre innovation, je l'ai faite récemment, ces résultats ne sont pas encore publiés. On a pu montrer que de l'ARN messager chimiquement produit, comme cette séquence montrée ici, qu'on appelle ChemRNA, pour ARN messager chimique, on a pu montrer que sans cap et sans queue poly-A, ce type d'ARN messager pouvait stimuler des cellules T. Donc ici, c'est un ARN messager qui code
pour un peptide qui a cette séquence qu'on appelle Synfical. C'est un peptide de l'ovalbumine et ce peptide est présenté par H2KB chez la souris. Et on a vu in vitro que lorsqu'on transfecte cet ARN de manière très surprenante, puisqu'il n'est pas capé, il n'est pas polyadénylé, mais lorsqu'on le transfecte, le peptide Synfical est produit et présenté au système immunitaire in vitro. On a aussi montré in vivo que des souris vaccinées avec 7 oligonucléotides non modifiés en liposome, lorsque ces souris sont injectées 2 fois avec cet ARN en liposome et qu'on regarde leur réponse immunitaire, c'est ici, on voit qu'ils ont développé des cellules T contre ce peptide Synfical. Les contrôles qui ont reçu de l'ARN messager irrelevant, in vitro transcrit ou chimique ne développent pas ces cellules T. Et ici à droite, vous avez des souris qui ont reçu de l'ARN transcrit in vitro, donc la méthode habituelle, capé polyadénylé, développent des cellules T contre Synfical, mais aussi bien que l'ARN chimique qui, lui, n'est pas capé et n'est pas polyadénylé, qui ne devrait pas fonctionner selon les connaissances des livres. Et c'est pour ça que c'est important de toujours réévaluer les choses, parce que le livre vous dit votre ARN doit être capé et polyadénylé pour être traduit. Expérimentalement, on voit dans ce contexte de présentation de peptides par les molécules de classe 1 que de l'ARN non capé, non polyadénylé produit le peptide suffisant pour stimuler une réponse T cytotoxique très forte. Ces souris, lorsqu'elles ont été implantées ensuite avec une tumeur exprimant l'ovalbumine, ont résisté ici en bleu et en rouge. Donc elles ont reçu soit l'ARN chimique non capé, non polyadénylé, soit l'ARN réalisé par processus enzymatique capé polyadénylé. Dans les 2 cas, il y a une protection contre la croissance de la tumeur, alors que les souris contrôle qui ont reçu des ARN irrelevants ont des tumeurs qui grandissent. Et vous voyez dans la survie que les ARN messagers faits par le processus habituel de transcription, de IVT, in vitro transcribed mRNA, ou ces ARN chimiques fonctionnent et protègent les souris. Et l'avantage de ces ARN chimiques ici, c'est que leur synthèse est facile. Donc, dans le contexte des vaccins anti-cancer haute couture, où la production par transcription est quand même un peu compliquée de faire pour chaque personne, on a ici maintenant, avec l'ARN chimique, une possibilité de production accrue et simplifiée pour, s'il y a une grande demande, on peut synthétiser facilement de manière chimique des ARN messagers codant pour des épitopes de cancer et vacciner peut-être plus facilement dans le futur les vaccins, les personnes atteintes de cancer dans le contexte des vaccins individualisés, les vaccins haute couture. Maintenant, il n'y a pas que les vaccins qu'on peut faire à base d'ARN messager synthétique, on peut faire aussi des thérapies, par exemple des thérapies anti-cancer. Je vous donne 3 exemples ici de développement de thérapies anti-cancer à base d'ARN messager synthétique. Il y a les ARN messagers synthétiques codant pour les anticorps bispécifiques. Les anticorps bispécifiques sont très efficaces dans les modèles animaux et aussi chez l'homme. Ils permettent de mettre en contact des cellules du système immunitaire et des cellules cancéreuses. Le problème des anticorps bispécifiques, ils sont parfois difficiles à produire parce que ce sont des structures synthétiques. Ils ont tendance à agréger, à ne pas être faciles à produire et à conserver. Donc, avec l'ARN messager, vous évitez les problèmes de production de protéines. Vous faites de l'ARN messager qui code pour ce bispécifique. Il est mis dans un liposome donné intraveineux. Ce liposome en intraveineux va dans le foie. Et donc, le foie du patient produit l'anticorps bispécifique très, très bien et de manière soutenue. Et donc, ça, ce sont des approches aussi développées par BioNTech et d'autres compagnies. C'était en fait une idée qu'on avait eue en 2004, un brevet qui appartient à CureVac, mais qui a été attaqué et qui n'est plus en place. Donc, il y a liberté d'utiliser cette approche pour tout le monde. Donc ça offre de grandes possibilités d'utiliser des formats d'anticorps particuliers sans avoir les problèmes de production, puisque c'est l'ARN qui va coder dans le foie et le patient va produire ses anticorps anti-cancer. Une autre manière qui est aussi développée à Mainz par le professeur Goursaïn, c'est d'injecter dans les tumeurs solides des ARN codant pour des cytokines, pour créer localement une inflammation. Ils ont validé et optimisé un cocktail qui consiste en 4 ARN codant pour l'IL-12, l'interféron alpha, le GM-CSF et l'IL-15. Et donc ces 4 ARN sont mélangés, injectés dans les tumeurs, et donc ils déclenchent localement dans la tumeur une réponse immunitaire innée et adaptative qui permet de réduire la taille des tumeurs injectées, mais aussi avec un effet abscopal qui permet d'attaquer les tumeurs ou les métastases distantes. Ça, c'est aussi en essai clinique et ça donne des résultats très, très prometteurs chez les patients. Une troisième possibilité, c'est d'utiliser l'ARN messager synthétique pour faire des cellules CAR, Chimeric Antigen Receptor. Là, vous prenez le sang des patients
Et au lieu de les infecter par un virus qui va permettre d'exprimer le CAR, vous les transfectez par de l'ARN qui exprime le CAR. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus flexible et surtout beaucoup plus sûr parce que vous ne changez pas génétiquement les cellules, alors que lors des approches CAR classiques, ce sont des virus intégratifs qui sont utilisés. Vous changez le génome des cellules et malheureusement, il y a des patients qui meurent de ces approches parce que les cellules sont parfois incontrôlables. Avec l'ARN messager, vous avez une expression qui est contrôlée, qui ne dure que quelques jours. Donc, les effets secondaires durent aussi seulement quelques jours et vous pouvez redoser les patients avec des cellules CAR faites à ARN messager de façon à les traiter le temps que leur maladie soit combattue. Au-delà du cancer, les vaccins ARN messagers synthétiques sont utilisés pour de très, très nombreuses approches. Je donne que quelques-unes ici. À nouveau, le professeur Ougoursaguin a montré récemment, en 2021, que si vous utilisez de l'ARN messager modifié, qui donc avait été développé pour ne pas induire de réponse immunitaire, s'il est très pur, mis dans un liposome, donné intraveineux chez des souris, il va déimmuniser au lieu d'immuniser. À ce moment-là, au lieu de donner une réponse immunitaire, vous enlevez une réponse immunitaire. Et donc ça, c'est d'un grand intérêt pour les maladies auto-immunes. Ils ont montré dans des modèles de souris auto-immunes qu'avec ces vaccins ARN messagers synthétiques déimmunisants, on pouvait traiter les maladies auto-immunes. C'est pas encore chez l'homme, mais ça permettrait effectivement donc de traiter les maladies auto-immunes. Beaucoup de projets concernent la régénération. Là, on a de l'ARN qui code pour des facteurs de croissance, par exemple, qui permettent de régénérer un tissu ou un organe. Moderna est en phase 2 avec de l'ARN messager qui code pour Vascular Endothelial Growth Factor. Cette protéine permet à un tissu de régénérer des vaisseaux sanguins. Donc ici, dans les essais cliniques en phase 2, l'ARN messager codant pour VEGF est injecté dans le cœur après un infarctus lors d'un pontage. Et il est injecté dans la zone nécrosée du cœur. L'idée, c'est de recréer naturellement des vaisseaux sanguins dans ces zones affectées par l'infarctus. Et il y a beaucoup d'autres développements de thérapies à base d'ARN messager pour régénérer du foie, du poumon ou d'autres organes. Enfin, récemment a été publiée aussi l'utilisation d'ARN messager synthétique pour corriger les génomes. Donc, on revient à cette maladie héréditaire, l'amyloïdose due à la transthyrétine, contre laquelle il y a eu première formulation de siRNA approuvée, du siRNA dans des lipides nanoparticules qui sont celles qui sont utilisées dans les vaccins. Et dans cette maladie, récemment, il a été montré que des patients ont pu être guéris de leur maladie génétique. Pour ça, ils ont reçu des ARN messagers codant pour Cas9 et un guide qui guidait la Cas9 sur le gène TTR, qui est le gène toxique, parce qu'il y a trop de TTR chez ces patients. Vous voyez ici le TTR est mesuré dans le sérum de 3 patients qui ont reçu le liposome contenant l'ARN à 0,1 mg par kilogramme. Et vous voyez qu'après une seule injection dans le sérum de ces patients, il y a moins de TTR, de protéines toxiques. Lorsque ces patients ont reçu 0,3 mg par kilo, 3 patients autres, à ce moment-là, la décrue est de plus de 80%. Donc ces patients ont eu le gène toxique dans leur foie qui a été éliminé et qui a permis de réduire la protéine toxique qui donne les maladies chez ces patients. Donc ces patients qui souffrent d'une maladie génétique ont été guéris de leur maladie génétique avec un liposome qui contient de l'ARN codant pour Cas9 et un guide. Donc c'est aussi une thérapie ARN qui guérit des patients qui souffrent d'une maladie héréditaire. Donc, pour résumer, avec l'ARN messager, vous pouvez faire des vaccins contre virtuellement tous les virus et aussi maintenant il y a des vaccins en développement contre les bactéries. Vous pouvez faire des vaccins contre les cancers, soit la haute couture, soit des vaccins qui codent pour des protéines partagées et des vaccins contre les allergies. J'en ai pas parlé, ça a été validé en Autriche particulièrement, donc dans des modèles animaux. Vous pouvez faire des ARN qui codent pour des allergènes et désensibiliser contre les allergies. Ce n'est pas encore chez l'homme, mais ça va aller dans des essais cliniques. Des vaccins contre les maladies auto-immunes qui déimmunisent au lieu d'activer les réponses immunitaires, elles désactivent spécifiquement les réponses immunitaires. Et enfin, énormément de projets de régénération, de thérapie génique avec de l'ARN messager modifié, codant par exemple pour l'érythropoïétine, des anticorps bispécifiques, des cytokines donc dans le cancer, régénération de vaisseaux sanguins comme je viens de le montrer, mais aussi pour l'œil, régénération de rétine, pour la peau, régénération de la peau pour traiter des maladies par exemple génétiques, mais aussi pour l'esthétique. Il a été montré que l'ARN messager codant pour de l'élastine pouvait être utilisé. L'élastine est une protéine qu'on produit jusqu'à la fin de l'adolescence et ensuite qu'on produit assez peu et notre
peau perd de l'élasticité parce que les fibres d'élastine au cours du temps se cassent. Et donc, il a été montré dans des peaux de cochon que lorsque vous injectez de l'ARN codant pour l'élastine, vous pouvez régénérer l'élastine dans la peau. Donc, il y aurait peut-être aussi des possibilités d'utiliser l'ARN messager pour des approches esthétiques au-delà des approches cliniques. Régénérer les muscles, il y a un essai clinique aussi pour régénérer les sphincters chez les femmes après accouchement. Donc là, il y a énormément de possibilités avec les ARN messagers pour régénérer des tissus. Il peut aussi reprogrammer les cellules, faire des cellules souches ou faire des cellules CAR T-cells contre le cancer, comme j'en ai parlé plus tôt, et corriger les génomes dans le cas de maladie génétique, comme ça a été fait avec l'amyloïdose héréditaire. Donc, on n'en est pas encore à pouvoir totalement régénérer des individus avec des injections d'ARN, mais on peut faire énormément de choses avec l'ARN messager. Et j'étais la semaine dernière à Boston pour la conférence ARN messager. Les ARN messagers sont utilisés effectivement dans des vaccins contre beaucoup de virus, de bactéries, et aussi pour régénérer, comme je le disais, le poumon, par exemple, ou contrôler les maladies génétiques comme la mucoviscidose. Et donc, il y a vraiment de grands espoirs, une accélération de toutes ces technologies qui va vraiment donner de nouveaux médicaments qui vont pouvoir prévenir ou guérir de nombreuses maladies. Et avec ça, donc, je vous remercie pour votre attention. Voici mon équipe, Caroline Choupard qui a fait les dessins, et je réponds volontiers s'il y a des questions. Je vais peut-être prendre la parole parce que je n'entends pas Jean-Luc pour le moment. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je vais d'abord vous remercier à Steve Pascolo. Le séminaire était vraiment passionnant. Donc, alors, est-ce qu'on a encore? Il y a Monica qui est là. Monica, vas-y. J'ai activé ma vidéo, mais j'ai pu activer mon micro. Steve, merci beaucoup. C'était vraiment un résumé scientifique, historique, épatant de tout ce monde des mRNA et vaccination et pas que. Et je voulais te poser deux questions. Une scientifique, c'est-à-dire c'est incroyable, j'étais choquée par ce que tu présentes en tant que scientifique sur les mRNA, dans le sens que sans cap, sans poly-A, c'est ce que c'était un asium. Et en plus, toi-même, tu le disais au début, et ça stabilise. En plus, maintenant, il y a un cap encore meilleur, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, qui encore stabilise encore plus. Et là, tu enlèves tout et ça marche. Alors, comment tu expliques après, d'un point de vue scientifique, à part le fait que ça s'allie à des élèves de classe 1, mais comment tu expliques tout ça? Il y a une théorie, tu te rappelles peut-être dans les années 90, tu te rappelles peut-être de DRIPS, de Udell, c'était les Defective Ribosome Product. L'idée, c'est que les peptides présentés par les molécules de classe 1 ne venaient pas de protéines normales, mais venaient de protéines défectives. En fait, l'idée, c'est que les molécules MHC de classe 1 utilisaient un peu la poubelle de la cellule pour trouver des épitopes. Et je pense que c'est ce qui se passe, au fait, mais pas seulement au niveau des protéines, mais aussi au niveau des ARN. Je pense que le système de présentation de classe 1 utilise des ARN défectifs. Udell avait à l'époque dit qu'il y avait peut-être un immunoribosome. Il y a peut-être des ribosomes qui sont capables de traduire des fragments ou des ARN particuliers pour faire les épitopes de classe 1. Donc, ce que j'ai montré, je ne l'ai pas encore publié, on travaille sur l'article, ça ne marche pas avec les épitopes de classe 2. Ça ne marche pas si vous voulez faire des protéines. C'est vraiment très, très spécifique des épitopes de classe 1. Ça fonctionne extrêmement bien. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est par hasard. Je pense qu'effectivement, les cellules utilisent des fragments d'ARN, pas seulement les ARN capés polyadénylés, mais peut-être des fragments pour faire très rapidement des épitopes de classe 1 qui permettent de lutter contre les virus. Donc, c'est une utilisation qui serait intelligente de la part de la cellule d'utiliser non seulement les protéines défectives, mais aussi les ARN défectifs pour faire des épitopes de classe 1. Je pense qu'il y a un couplage entre peut-être ces immunoribosomes, des ARN défectifs qui seraient peut-être couplés avec les pompes TAP et le processus de présentation de classe 1, de façon à avoir ce phénomène inattendu. Je dois dire qu'au départ, j'ai commencé avec des ARN chimiques capé polyadénylé, puis j'ai enlevé le poly-A, j'étais surpris, ça marchait exactement pareil, j'ai enlevé le cap, ça marchait toujours. Ensuite, j'ai enlevé les régions non traduites, ça marchait encore. J'ai enlevé le stop, ça marchait encore. Je dois dire, même j'étais un peu désespéré, je faisais moi-même les expériences.
Et à un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça marche tout le temps, ça devrait plus marcher. Donc, et je commandais des oligos qui avaient moins et moins de séquences, et puis ils marchaient encore. Et même quand j'enlevais le start, le AUG, ça marchait encore, mais moins bien. Et par contre, des oligos ADN ou certaines modifications ne marchaient pas. Donc, ça, j'ai vu après. Mais au départ, j'étais surpris parce que j'utilisais des oligos qui ne devaient pas fonctionner, et puis ça fonctionnait très bien in vitro. Donc, ça a été un processus sur plusieurs mois où je faisais des manips en commandant de nouveaux oligos qui ne devaient pas marcher et qui fonctionnaient. Donc, c'était assez étonnant. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a derrière ça un processus naturel d'utilisation d'ARN défectifs par le système de présentation de classe 1 qui utilise ces ARN défectifs pour faire des épitopes. Et donc, ça ouvre encore plus la possibilité d'épitopes de classe 1 parce que ça ne viendrait pas seulement de protéines défectueuses, mais vraiment de n'importe quel fragment d'ARN. Et certainement, donc, ça permet au système immunitaire d'avoir un encore plus large spectre d'épitopes de classe 1. Mais c'est vraiment spécifique des épitopes de classe 1. Ça n'est pas une manière de produire des protéines. Si vous voulez produire une protéine, il vous faut vraiment le cap et le poly-A. Ces ARN chimiques non capés, non polyadénylés ne sont utiles que pour faire des épitopes de classe 1. Et je ne sais pas si je peux poser une deuxième question. Clémentine, tu me dis, hein, parce que tu Si, vas-y, des questions, mais vas-y. Je peux y aller. Et puis, je voulais un commentaire de ta part, parce qu'à plusieurs reprises, tu as bien fait noter comment un certain conservatorisme dans le monde de la vaccinologie a fait qu'à la fin, on a considéré vraiment sérieusement les mRNA comme base stratégique pour les vaccinations très tardivement. Et tu as bien parlé du ratage en 2002 de CureVac. Est-ce que tu penses que cette expérience va faire que dans le futur, on sera moins conservateur en vaccinologie ou on va rentrer de toute façon dans le même cycle de conservatorisme, donc l'innovation, avant qu'elle passe, va prendre des années. J'espère que cet exemple peut montrer que des choses inattendues peuvent arriver, donc de ne pas être bloqué de surtout pas avoir de préjugés sur une méthode qui doit marcher ou qui ne doit pas marcher, de rester scientifique, de ce qui fonctionne, fonctionne. Si on ne comprend pas pourquoi ça fonctionne, comme les ARN chimiques non capés, non polyadénylés, on ne comprend pas pourquoi ça fonctionne, mais ça fonctionne. Donc on doit accepter le fait que ça fonctionne. Jusqu'à 2019, je dois te dire que donc les gens n'étaient pas intéressés par l'ARN et surtout les gens me disaient non, ça ne peut pas fonctionner. Donc on montrait des datas, mais les gens disaient ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire que mon livre de biologie me dit ça ne peut pas fonctionner, donc ça ne fonctionne pas. Il faut remettre les choses en place. Les expériences montrent qu'il fonctionne. Et des expériences, on écrit les livres. Il ne faut pas partir du livre pour attendre le résultat de l'expérience. J'espère que ces résultats un peu inattendus avec l'ARN chimique et les résultats en amont un peu inattendus pour la population générale des vaccins ARN messagers va permettre de réouvrir l'esprit peut-être scientifique. Et voilà, il y a des choses inattendues qui fonctionnent. On ne sait pas tout sur ce qui se passe dans une cellule, dans le système immunitaire. Il faut tester. Quand ça marche, il faut continuer. Et même si c'est surprenant, et surtout garder l'esprit ouvert pour des nouvelles technologies, ne pas se fermer à ce qui doit ou ne doit pas fonctionner, mais tester, expérimenter, développer, croire en nos résultats. Merci encore pour ton courage scientifique dans tout ça. Merci, Monica. Bon, j'ai eu quelques soucis techniques. Là, ma connexion est assez instable, mais là, ça a l'air de fonctionner. Donc, je vais peut-être reprendre la main en vous posant les questions qui apparaissent sur le bureau. Première question, en cas d'apparition et de diffusion d'un virus totalement nouveau, quel délai faudrait-il actuellement pour mettre au point puis produire un vaccin à ARN contre ce nouveau virus sans tenir compte de la durée des études cliniques et de l'obtention des AMM? Si le virus est connu en structure et qu'on sait quelles sont les protéines structurales, ça peut prendre simplement quelques semaines, donc disons 3-4 semaines. En 2020, alors que les compagnies n'étaient pas préparées, Moderna a injecté la première personne, le premier volontaire, le 17 mars. Donc le virus a été publié début janvier et ils avaient leur vaccin prêt le 17 mars. Donc vous voyez, donc en 2 mois. Et ça, c'était à un moment où les compagnies n'étaient pas vraiment préparées et les autorités non plus. Donc maintenant, ça irait encore plus vite. Je pense en 2 ou 3 semaines, on aurait le vaccin prêt. Maintenant, c'est si le virus est connu, c'est-à-dire que
pour les coronavirus, pour le SARS-CoV-2, on savait déjà la structure de la spike, il y avait déjà eu beaucoup de travail fait sur le MERS, sur le SARS-CoV-1, donc on savait quels étaient les récepteurs, quelles étaient les structures de ces protéines, donc on a pu tout de suite cibler les vaccins contre la spike. Dans le cas où on aurait un virus vraiment très nouveau, d'une famille très nouvelle, pour laquelle on ne sait pas encore quelles sont les protéines qui sont éventuellement qui doivent être ciblées par un vaccin, ça pourrait prendre plus de temps s'il fallait refaire la virologie et étudier l'immunologie contre ces virus. Mais j'espère qu'on connaît, disons, toutes les familles de virus et que donc simplement si une nouvelle pandémie vient, elle viendra d'un virus dont on connaît la structure, des virus par exemple de grippe. Et là, on sait très bien la neuramidase, les l'hémagglutinine, on connaît les structures contre lesquelles il faudrait faire des réponses immunitaires, donc des vaccins. Donc à ce moment-là, en quelques semaines, on aura les vaccins ARN messagers, peut-être même 2 semaines. Ce qui est long, c'est d'obtenir l'ADN. En fait, une fois que vous avez l'ADN, c'est très rapide d'avoir l'ARN. Ce qui est long, c'est de faire l'ADN. Parce que l'ADN, si vous avez un nouveau virus, il vous falloir produire l'ADN soit par PCR, soit par gène synthétique, et ça demande de la fermentation dans des bactéries. C'est l'étape qui prend du temps. Une fois que vous avez l'ADN, la production d'ARN est très très rapide. Et après, ce qui prend beaucoup de temps, sont les autorités, les essais cliniques. Alors ça peut varier. Vous avez vu peut-être que maintenant le nouveau vaccin adapté Wuhan BA4 et 5 a été approuvé par les autorités sans essais cliniques. Donc un peu comme pour la grippe, c'est-à-dire que maintenant les autorités acceptent que le vaccin soit modifié pour correspondre à la souche en circulation sans qu'il y ait d'essais cliniques. Pour la grippe, tous les ans depuis longtemps, on ne teste pas les vaccins. On se dit, tiens, il y a telle souche, on fait tel vaccin. Et c'est ce qui va se passer maintenant, c'est ce qui se passe avec les vaccins contre le Covid. On sait qu'il y a une nouvelle souche, le vaccin est adapté et on ne redemande pas de faire la phase 1, 2 et 3. Les autorités acceptent que le vaccin adapté à la souche soit commercialisé. Donc ça, c'est des problèmes de régulation, donc des autorités en Europe, aux États-Unis, dans tous les pays, qui acceptent ou pas que les vaccins soient adaptés sans refaire d'essais cliniques. Vous avez montré qu'il était possible d'utiliser des ARN synthétiques, enfin chimiques. Quelle est la longueur maximale que l'on peut synthétiser avec les outils modernes? Des compagnies spécialisées vous disent qu'ils peuvent faire jusqu'à 300 nucléotides. Parfois, ou plus souvent, donc ils disent jusqu'à 150 nucléotides. Mon expérience avec ces compagnies, c'est que ils disent qu'ils peuvent le faire, mais finalement, ils vous disent, ah, pour votre séquence, c'est compliqué. Donc disons que dépasser 50 nucléotides peut parfois être difficile. En petite quantité, on peut tout faire, mais si vous pensez en plus grande quantité, en conditions pharmaceutiques, il vaut mieux plutôt viser moins de 50 nucléotides. À nouveau, techniquement, on peut faire 100, 200. Certaines compagnies le font, mais là, vous avez beaucoup de séquences contaminantes. Quand vous avez 200 nucléotides, vous avez beaucoup de séquences de 199, 198 nucléotides que vous ne pouvez pas séparer de votre 200 nucléotides, donc vous avez des ARN moins propres. Donc c'est possible, mais c'est un peu compliqué. Donc il vaut mieux rester sous 50 nucléotides, parce que là, vous pouvez produire facilement et aussi purifier. Et les épitopes de classe 1 sont des épitopes qui font maximum 11 ou 12 acides aminés, donc vous avez besoin de moins de 40 nucléotides pour coder pour les épitopes de classe 1. Et à nouveau, cette technologie n'est spécifique, ne marche qu'avec les épitopes de classe 1. Ça ne marche pas avec les épitopes de classe 2 ou pour produire des protéines. C'est vraiment spécifique des épitopes de classe 1. Et là, on est sur des tailles qui sont de moins de 40 nucléotides, donc dans la gamme qui est très, très facile pour les compagnies de synthétiser et de purifier et d'avoir de la bonne qualité. Merci. Alors voici une autre question. Est-ce que des applications de cette technologie ARN messager sont à l'étude pour la protection des plantes contre les pathogènes? Pas que je sache. J'ai vu des projets passer avec des projets pour justement pulvériser de l'ARN sur les plantes. Donc j'ai vu ce type de proposition. Donc c'est en train d'être, disons, maturé et développé. Je pense que l'utilisation d'ARN messager sur des cultures, par exemple, poserait quand même un problème de coût. Donc je pense que techniquement, c'est possible de réussir à traiter des plantes avec de l'ARN messager. Maintenant, je me demande si c'est
une possibilité financière, économique, si c'est une approche économiquement viable. Mais à nouveau, il faut tester et puis améliorer et pourquoi pas. Donc peut-être que dans ces cas-là, il faut l'ARN réplicatif parce que l'ARN réplicatif fonctionne à basse dose. Donc à ce moment-là, il est peut-être possible avec l'ARN réplicatif d'utiliser des doses assez basses sur des cultures pour réussir à avoir, disons, une expression de protéines qui pourrait protéger les plantes. En tout cas, ce sont des projets que j'ai vu passer qui valent le coup d'être certainement encore développés. Alors, une question également concernant le vaccin SARS-CoV-2. Pourquoi ce vaccin n'a-t-il pas été adapté aux différents variants plus rapidement? Il a été, ça dépend ce qu'on appelle rapidement. Donc, en 2 ans, on a eu quand même un vaccin, donc en 1 an, un vaccin nouveau. La deuxième année, on a eu déjà des adaptations. Donc maintenant, on a des vaccins Wuhan plus BA1 ou Wuhan plus BA4, 5. Alors, bien sûr, on peut trouver que les choses vont pas assez vite, mais si on se retourne et qu'on voit qu'en 2 ans, plusieurs vaccins, dont des vaccins adaptés, ont été à la fois validés et produits avec des millions de doses, ça va vite. Donc maintenant, ça pourrait encore aller plus vite et ça ira encore plus vite parce que maintenant, toutes ces technologies sont disponibles à grande échelle, ce qui n'était pas le cas en 2020. Les compagnies BioNTech, Moderna, CureVac n'avaient pas les capacités de produire des milliards de doses. Donc, ils ont vraiment développé en 2020 non seulement les vaccins, mais en plus des nouvelles productions pour pouvoir produire des milliards de doses. C'était pas du tout dans le business plan de ces compagnies qui se développaient plutôt sur des maladies rares, des cancers ou des maladies plus rares. Donc ils ont vraiment fait un travail extraordinaire de à la fois développer scientifiquement, médicalement ces vaccins et en parallèle d'augmenter les capacités de production. Maintenant, tout ça est disponible et on a vu effectivement que dès la deuxième année de la pandémie, on a déjà des vaccins adaptés. Comme je le disais, maintenant, il y a le Wuhan BA4, BA5 de BioNTech, Pfizer et puis je crois de Moderna qui est approuvé. Donc ça va quand même très très vite. Merci. Une participante pose 2 questions. Je crois que la deuxième question, il me semble que vous y avez répondu à propos des ARN chimiques. Alors, je vous transmets quand même les questions. Est-ce qu'il existe des publications qui associent des ARN messagers à des fragments d'anticorps pour des applications en oncologie? Donc, la première question de cette participante. La deuxième question, je pense que vous y avez répondu pendant votre exposé. Est-ce que la coiffe est indispensable pour l'expression de l'ARN messager? Pour la première question, je ne sais pas si c'est exactement la question, mais il y a des approches où les ARN sont mis dans des liposomes décorés d'anticorps pour que ces liposomes aillent dans un certain type cellulaire. Par exemple, pour faire des cellules CAR anti-cancer, au lieu de prendre du sang et de transfecter in vitro l'ARN, maintenant ce qui est fait par Drew Weissman aux États-Unis, par exemple, c'est de mettre de l'ARN dans des liposomes qui sont couverts d'un anticorps spécifique de cellule T. Et donc ça, vous l'injectez en intraveineux, il l'a montré chez des souris. Ces vésicules transfectent les cellules T in vivo. Et donc vous avez vos CAR T-cells pendant quelques jours qui sont produites in vivo et qui vont avoir une activité anti-cancer pendant quelques jours. L'ARN est transitoire, donc après quelques jours, les cellules redeviennent normales. Et donc ça, c'est en développement de manière très très intense de faire des liposomes décorés d'anticorps qui vont permettre d'envoyer le liposome dans le poumon, dans le cœur, dans les cellules T de manière ciblée, de façon à ce qu'après une injection intraveineuse, vous puissiez cibler vos ARN thérapeutiques vers l'organe ou les cellules qui en ont besoin. Donc ça, c'est vraiment un développement extraordinaire et les résultats de Drew Weissman avec des particules qui transfectent les cellules T grâce à l'anticorps contre CD3, CD4 ou CD8 sont vraiment remarquables. Donc effectivement, il y aura un grand développement de particules ciblées grâce à des anticorps. Je ne sais pas si c'est exactement la question, je pense que c'est la question. Donc c'est un couplage entre les anticorps et l'ARN messager pour adresser les ARN messagers dans des organes ou des tissus spécifiques. Et la deuxième question, le CAP et le poly-A sont nécessaires pour faire des grandes quantités de protéines. Donc, ce que dit le livre de biologie est correct. Il faut un CAP, il faut un poly-A pour que l'ARN soit traduit en protéines. Ce que j'ai montré avec les oligos non capés, non polyadénylés, à nouveau ne fonctionne que pour faire des épitopes de classe 1. Il y a vraiment une petite magie du système immunitaire qui certainement utilise ces déchets des cellules, ces ARN fragmentés pour faire des épitopes. C'est vraiment quelque chose de spécifique aux épitopes de classe 1. Ce n'est pas une technologie qu'on peut utiliser pour faire des protéines. On a regardé si ces oligos non capés, non polyadénylés pouvaient faire des peptides autres que des peptides de classe 1 et c'est très faible, ça ne fonctionne pas. Donc là, il faut vraiment du CAP et du poly-A pour vous faire
des grandes quantités de protéines. Mais de manière un peu magique et encore un peu mystérieuse, pour faire des épitopes de classe 1, ça fonctionne. Merci. Mais c'est une exception à la règle. La règle, c'est quand même que l'ARN messager doit être capé polyadénylé pour être traduit en protéines. Merci Steve. Alors une question qui ne concerne pas vraiment le scientifique, mais vous avez certainement une réponse à donner. C'est un participant qui trouve que la durée des étapes, enfin des essais cliniques classiques sont trop longues. Et en cas de nouvelle pandémie, c'est effectivement une limite au niveau de la mise à disposition du vaccin. Bon, je pense qu'en 2020, quand même, il faut voir qu'en moins d'un an, il y a eu un phase 1, phase 2, phase 3 et approbation. On peut considérer qu'un an, c'est long, mais un an, c'est quand même court pour développer une nouvelle technologie à cette échelle et la valider. Donc, je pense que quand même, là, les autorités ont joué le jeu, mais moi, je suis d'accord avec votre intervenant et surtout, j'aimerais que les autorités prennent ça comme exemple. Les gens sont étonnés qu'un vaccin ait été développé en un an, parce que normalement, il faut 5 à 10 ans. Mais justement, il faut 5 à 10 ans à cause des autorités. Lorsqu'un vaccin est développé et qu'il est développé pendant 10 ans, il n'est pas modifié pendant les 10 années. Donc la technologie est à jour zéro, elle est fixée et ensuite vous faites les essais cliniques phase 1, phase 2, phase 3. Vous ne pouvez même pas changer votre formulation. Donc les gens pensent que ça prend 10 ans de développer un vaccin. Non, le vaccin est développé très rapidement. Ce qui prend 10 ans, ce sont les essais cliniques. Et là, pendant le Covid, on a vu que ça pouvait aller plus vite, au moins pour les maladies infectieuses. Et j'aimerais que ça ne soit pas une exception. J'aimerais que les autorités prennent ça comme exemple. Il n'est pas acceptable que des vaccins prennent des années à être développés parce qu'effectivement, la technologie, elle, est fixée dès le début du phase 1. Donc, quand on peut aller vite, et ça, c'est le travail des autorités, d'aller plus vite et d'être moins strict, peut-être. Je veux dire, par exemple, vous savez, j'ai fait ces essais cliniques à Tübingen qui ont impliqué plus de 60 patients avec de l'ARN messager. C'était des essais universitaires que je faisais en tant qu'universitaire. Et lorsque CureVac a voulu faire des essais sponsorisés par CureVac, les autorités ont redemandé de faire de la toxicologie. On leur a dit, mais on a les résultats chez 60 patients de toxicologie, d'efficacité. Ah non, ça compte pas. Donc, ils ont fait refaire à CureVac de la toxicologie et des manips chez les singes que je trouve abject et inutile et contre-productif, puisque tout ça donc, demande beaucoup de temps, beaucoup d'argent, de souffrance animale, pour finalement ne rien apporter. Donc je pense que là, pendant le Covid, on est allé de la souris à l'homme. Donc entre janvier et mars, il n'y a eu que quelques expériences chez la souris, et les autorités ont accepté que ça passe à l'homme. Je pense que pour la vaccinologie, c'est la méthode de choix. Donc pour d'autres maladies, ça peut être différent, mais en vaccinologie, je crois qu'on n'apprend pas grand-chose chez le cochon et chez le singe. Donc on peut aller effectivement de la souris à l'homme et ensuite aller vite. Et ça va doucement parce que les autorités parfois demandent des choses incroyables comme des expériences chez le singe qui me paraissent peu éthiques et en plus qui font perdre du temps, qui n'apportent pas grand-chose, qui font perdre de l'argent. Et donc ça, c'est les autorités qui doivent apprendre que ce qui s'est passé pendant l'épidémie devrait être la règle et pas l'exception, et qu'on devrait maintenant effectivement développer les vaccins de manière similaire à ce qui s'est passé pendant la pandémie, parce que les patients, eux, attendent, et donc on doit aller vite, et on peut aller vite, comme ça a été démontré pendant la pandémie. Merci. Bon, je ne vois pas de nouvelles questions. Je vais en profiter pour vous rappeler donc que cette conférence a été enregistrée et elle sera donc disponible sur la chaîne YouTube de Pasteur Éducation, comme toutes les autres visioconférences qui ont déjà eu lieu. J'en profite également pour dire que le prochain webinaire est programmé pour le 26 janvier 2023. À 14 h également, comme d'habitude. Ce séminaire sera donné par Marie-Cécile Ploix et elle parlera donc de la résistance aux antibiotiques, de la santé humaine au changement climatique. Alors, j'ai 3 nouveaux messages qui arrivent en bas de page. Une question sur le vaccin Comirnaty. D'où viennent le choix des quantités d'ARN injectées? En phase 1, donc ils ont utilisé 10, 20 et 30 microgrammes. Oui, et aussi ils sont montés plus haut. Il y a eu plusieurs essais cliniques en phase 1, donc certains en Allemagne, d'autres aux États-Unis. En Allemagne, ils ont même commencé à 1 microgramme. Donc ils ont vraiment fait des gammes assez importantes en commençant très bas et en montant
plus haut. Et puis, ils ont décidé, donc, pour le Comirnaty, 30 microgrammes, pour le Spikevax de Moderna, 100 microgrammes. Moderna était monté à 250 microgrammes dans les essais de phase 1. Donc, ils ont vraiment mesuré à la fois les effets secondaires et les réponses immunitaires pour choisir une dose. Moderna a choisi 100 microgrammes, BioNTech a choisi 30 microgrammes. Ça fonctionnerait le Moderna avec moins. D'ailleurs, maintenant, le Moderna est à 50 microgrammes. Le BioNTech reste à 30 microgrammes. Le vaccin adapté, c'est 15 microgrammes de chaque ARN, du Wuhan et du BA4-5 ou du BA1. Donc, ça fonctionnerait aussi avec moins. Ce sont des doses qui ont vraiment été testées en phase 1, en escalation de doses, pour cette formulation et pour ce site d'injection intramusculaire. Maintenant, pour d'autres formulations à venir, des formulations stables à température ambiante ou des polyplex, par exemple, et peut-être aussi pour d'autres sites d'injection, comme en sous-cutané, ce qui me semble être une bonne approche et que je soutiens. Donc, il faudra réévaluer les doses à nouveau en phase 1, faire une gamme entre de 1 microgramme à 300 microgrammes pour voir quelle est la dose la plus sûre et en même temps qui induit une bonne réponse immunitaire. Chez les patients cancer, on était monté jusqu'à 800 microgrammes par injection. Merci. Clémentine, vous avez des questions à poser donc à Steve? Oui, et alors qui rejoignent un peu la question de la dose. Moi, c'est sur la route d'injection, puisque j'ai l'impression que c'est parfois un peu on essaie l'un, on essaie l'autre, et en même temps, au début, vous avez dit finalement, en intramusculaire, on met plutôt des vaccins morts, et en intracutané, plutôt des vaccins vivants. Donc, c'est plus immunogène si on met dans le muscle, c'est ça, l'antigène reste plus longtemps. Est-ce qu'il y a on sait un peu pourquoi on utilise quelle route ou quelle autre Non, route? la réponse est non, c'est très empirique. J'ai Mhm. demandé justement aux acteurs impliqués donc, pourquoi ils ont choisi intramusculaire et on dit parce que euh, la plupart des vaccins morts sont en intramusculaire. Donc c'est intéressant cette expérience en Israël avec cette erreur pendant 2 jours, parce qu'ils ont montré qu'en sous-cutané, ça marche aussi très bien. Mais il n'y a pas eu, vous savez, cette formulation de l'ARN messager en LNP est nouvelle. Donc c'est vraiment, ça vient des années 2017-2018. Ça avait été publié en 2012 chez la souris. Mais chez l'homme, c'est nouveau. Et donc, il n'y a pas encore de recul sur justement donc, le site optimal. On a de la chance que ça ait bien marché en intramusculaire et c'était certainement un bon choix. Mais maintenant, je pense que c'est intéressant de creuser la voie sous-cutanée qui n'a été pas du tout utilisée pour les vaccins ARN. Nous, on a fait en intradermal, Moderna a fait en intramusculaire, BioNTech aussi, ou en intraveineux. Mais c'est vrai que la voie sous-cutanée n'a pas été utilisée. Elle est souvent un petit peu méprisée, alors qu'effectivement, tous ces vaccins atténués sont en sous-cutané. Donc moi, je suis très en faveur du sous-cutané. J'aimerais faire un essai clinique vraiment monitoré intramusculaire versus sous-cutané du Comirnaty ou du Spikevax pour vérifier à la fois les effets secondaires de manière vraiment réglementaire et l'efficacité de la réponse B et de la réponse T. Ça n'a pas encore été fait. Je suis avocat pour que ça soit fait parce que la voie sous-cutanée est beaucoup moins invasive. Vous avez beaucoup moins d'effets secondaires, vous n'avez pas de douleur lorsque vous vous injectez en sous-cutané. 1 minute après, vous ne sentez plus rien. Alors qu'en intramusculaire, vous avez tous ressenti la lésion qui est faite par l'injection, l'inflammation locale qui reste une journée ou deux. Donc au niveau des effets secondaires, le sous-cutané sera beaucoup plus agréable. Et en plus, comme je l'ai montré, donc les vaccins ARN non modifiés en sous-cutané fonctionnent bien. Donc, les vaccins non modifiés en intramusculaire donnent un peu trop d'inflammation, donc un peu trop de réactogénicité. Donc, c'est pour ça que le modifié peut être préféré. Mais en sous-cutané, je pourrais parier que les vaccins ARN non modifiés donneront des réponses plus fortes que les vaccins ARN modifiés et sans avoir les effets secondaires de l'intramusculaire. Donc, je crois que la voie sous-cutanée est une voie quand même qu'il faut exploiter. J'espère que les compagnies le feront et pour éventuellement valider cette voie. Mais vous avez raison, c'est très empirique. Mhm. Après, l'autre question que j'avais qui rejoint un peu celle de M. Philippe Liénard, donc qui demande lui pourquoi il y a de multiples rappels. Moi, c'était plutôt aussi sur pourquoi, finalement, est-ce que sur la durée, euh, la durée de protection, donc qui est liée surtout au taux d'anticorps contre le SARS-CoV, est-ce que finalement les vaccins ARN ont prouvé être aussi bons que le vaccin AstraZeneca ou on ne sait pas encore ou... Quand il y a eu des comparaisons sur le long terme, le AstraZeneca a donné les mêmes
décrue d'anticorps que les vaccins ARN messagers. Donc, il n'y avait pas de différence au niveau de la persistance des anticorps entre le AstraZeneca, le Janssen, le Comirnaty et le Spikevax. Que je sache, dans tous les cas, il y avait, après quelques mois, donc une diminution des anticorps présents dans le sérum. Donc, pour l'instant, ces vaccins donnent tous effectivement des immunités qui tendent à décroître. Maintenant, le vaccin fièvre jaune, c'est aussi un vaccin ARN, comme je l'ai montré au départ. Donc, c'est un virus ARN atténué et qui donne une immunité qui dure toute la vie. Donc, il faut qu'on apprenne encore de ces virus, comment est-ce qu'ils agissent, comment est-ce que le système immunitaire les détecte de façon extrêmement efficace. Je suis assez optimiste sur les vaccins réplicatifs, comme ce vaccin d'Arcturus, parce que ces ARN miment une infection. Et ce qu'on connaît, j'ai aussi publié sur ça, c'est que le système immunitaire réagit de manière différente à quelque chose qui est présent et qui s'en va, par rapport à quelque chose qui est présent et qui augmente. Il y a des boucles autocrines dans le système immunitaire, par exemple les toll-like récepteurs, etc. Quand vous avez un peu d'interféron alpha, ça déclenche la production accrue d'autres protéines du système immunitaire. Le système immunitaire, dès qu'il est un petit peu stimulé, il se prépare à être encore plus vigilant, en fait, d'une certaine manière. Et donc, des vaccins qui croient, c'est-à-dire quelque chose qu'on injecte et qui donne de plus en plus d'une protéine, miment l'infection et peut-être vont déclencher des réponses immunitaires différentes de celles déclenchées par des vaccins morts qui viennent et qui disparaissent. Mon chef, qui s'appelle le professeur Thomas Kundig, avait montré il y a quelques années que lorsque chez la souris, vous injectez un vaccin, une dose fixe, soit divisé en 3 doses identiques, soit divisé en 3 doses qui décroît, soit divisé en 3 doses qui augmentent. Donc, vous augmentez la dose. Il a montré ensuite que chez les souris, la réponse immunitaire était la meilleure lorsque une dose unique était injectée en dose qui augmente. Donc, parce que là, votre système immunitaire croit qu'il y a quelque chose, un virus ou une bactérie, quelque chose qui se divise. Et la réponse immunitaire est bien plus forte que lorsque vous injectez une seule fois ou des doses qui diminuent. Donc, j'espère que les vaccins réplicatifs, et on va le voir avec les essais cliniques d'Arcturus, parce qu'ils ont validé au Vietnam donc l'efficacité de leur vaccin. Maintenant, il faut voir sur le long terme si leurs volontaires ont des anticorps qui persistent ou qui disparaissent aussi. Mais je pense qu'avec les ARN réplicatifs, on a peut-être des méthodes pour induire des réponses immunitaires différentes de celles induites par des vaccins linéaires non réplicatifs, et peut-être là des méthodes pour avoir des immunités qui durent plus longtemps. Donc ça, on va le voir sur le long terme. Les ARN circulaires aussi, peut-être, sont une méthode pour stimuler de manière différente le système immunitaire. Le système immunitaire, c'est pas juste on-off. Selon la manière dont vous le stimulez, vous allez déclencher des réponses immunitaires différentes, TH1, TH2, etc. Et on est encore à apprendre avec l'ARN quelles sont les manières de stimuler des immunités appropriées. Et là, je pense qu'avec des formats réplicatifs ou circulaires, on aura peut-être des vaccins ARN qui vont déclencher des immunités qui vont durer plus longtemps. D'où l'intérêt des différents formats ARN. Le linéaire fonctionne bien, mais effectivement, il y a ce problème de durée de la réponse immunitaire. Et je pense qu'avec d'autres formats ou d'autres modes d'injection, on peut réussir à avoir des immunités qui sont peut-être plus persistantes, comme celles induites par certains vaccins, comme le vaccin fièvre jaune. Il y a une autre question qui est apparue concernant toujours la route d'immunisation. Pourquoi sur un virus respiratoire, on n'a pas cherché à développer une immunité de type IgA, vaccination intranasale? Les vaccins en intranasal sont développés donc, contre SARS-CoV-2. Donc, il y a pas mal de compagnies qui travaillent sur des vaccins en intranasal, soit des vaccins protéiques, soit des vaccins ARN. On le fait aussi. Donc, il est possible qu'effectivement, ce mode d'application permette de faire une immunité mucosale plus importante et qui serait effectivement meilleure contre les virus respiratoires. Donc, c'est en développement. Donc, je peux juste dire que c'est en développement. Est-ce que ça va permettre d'avoir des vaccins qui protègent mieux contre l'infection? C'est possible. La voie intranasale me paraît juste parfois un petit peu compliquée parce que surtout en hiver, vos muqueuses donc, sont parfois justement, vous êtes enrhumé. Donc, si on délivre par voie intranasale, on n'est pas sur des conditions standards. Quand vous injectez un intramusculaire, le muscle
il est toujours le même chez tout le monde. Donc, alors qu'en intranasal, vous risquez parfois d'avoir des gens qui ont des inflammations ou des saignements ou quelque chose. Et si vous donnez à ce moment-là donc un vaccin, ça peut être très différent d'une personne à une autre. Donc, je pense qu'il faut être attentif à ça. Donc, au fait que les muqueuses, surtout en hiver, sont infectées, sont inflammées. Il y a des allergies, il y a les virus. Donc, la muqueuse n'est pas toujours la même chez tout le monde et au cours du temps, elle change. Donc, il faut se méfier avec ce problème et donc développer des vaccins par voie intranasale qui prennent en compte peut-être ces paramètres. Et si ça réussit, ça peut permettre effectivement de faire des vaccins qui peut-être donneront plus d'IgA et donc une meilleure protection mucosale et donc une meilleure protection contre l'infection. C'est en développement. Merci. Clémentine, vous avez d'autres questions? J'en vois pas d'autres dans le... Non, là, il n'y en avait pas d'autres. Oui, et si moi j'ai quand même une petite question, justement, vous parliez des antivax. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui ont peur des effets à long terme des vaccins ARN? Je pense qu'il faut avoir peur du virus qui lui tue et, et, et que le vaccin ARN, de toute façon, ne va vous donner des effets secondaires que ce que le virus vous donnerait de toute façon. Donc, les gens ont parlé, par exemple, de la toxicité de la spike. Possiblement, mais si la spike est toxique, lorsque vous êtes infecté, vous avez de la spike depuis la base de vos cheveux jusqu'à vos ongles d'orteil. Donc, parce que le virus est absolument présent dans tous vos tissus, dans le sang. Et donc, là, vous avez de la spike. Il ne faut pas oublier que la spike est sur le virus. Donc, lorsque vous êtes infecté, vous avez beaucoup d'ARN du virus, vous avez beaucoup d'ARN de spike et vous avez beaucoup aussi de spike. Donc, le vaccin étant un vaccin ARN codant pour la spike, il va de toute façon vous donner moins que ce que le virus vous donnerait comme effet secondaire. Donc je relativise à ce niveau-là en expliquant aux gens, voilà, il ne faut pas oublier que le SARS-CoV-2 est un virus ARN. Donc, lorsque vous êtes infecté, vous multipliez l'ARN codant pour la spike, vous multipliez la production de spike. Donc c'est ce que fait aussi le vaccin, mais de manière beaucoup plus transitoire et contrôlée et à beaucoup plus faible dose. Donc, lorsque vous êtes infecté, vous avez certainement beaucoup plus de molécules d'ARN messager codant pour la spike que lorsque vous êtes vacciné. Donc, et en plus, elles persistent, elles durent et elles sont dans tous vos organes lorsque vous êtes infecté. Molécules d'ARN codant pour spike et pour la spike. Donc, simplement de mettre en corrélation, je ne dis pas que, que tout est parfaitement je dis juste que voilà, l'ARN c'est naturel, le virus SARS-CoV-2 est un virus ARN, la spike est exprimée sur ce virus et que donc effectivement il y a des effets secondaires qui ont été notés. Donc, mais pour tous les vaccins, c'est le cas pour les vaccins contre la grippe, etc. Il peut y avoir des effets secondaires. On mesure simplement le bénéfice-risque. C'est très clair. Vous savez, les vaccins contre la grippe existent depuis longtemps. On sait qu'il peut y avoir des allergies, on sait qu'il peut y avoir des réactions contre le vaccin lui-même, donc assez sévères. Néanmoins, les vaccins contre la grippe, clairement, offrent un bénéfice supérieur au risque. C'est pareil pour les vaccins contre le SARS-CoV-2. Mais je suis néanmoins avocat pour que ces vaccins soient, comme pour la grippe, utilisés chez les personnes fragiles, personnels soignants, et on ne vaccine pas contre la grippe les enfants en bonne santé, par exemple. Et je pense que c'est pareil avec ces vaccins contre le SARS-CoV-2. Donc, je suis aussi avocat pour que ces vaccins soient ciblés, comme c'est le cas avec la grippe, et utilisés en priorité, et surtout chez des patients fragiles, soit par l'âge ou l'obésité, le diabète, d'autres facteurs de morbidité, qui bénéficient des vaccins anti-grippe, anti-SARS-CoV-2 en priorité. Merci beaucoup. Je pense que nous pouvons libérer notre conférencier en le remerciant de nouveau très sincèrement pour cet exposé qui était très informatif et très clair. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir.